Bonjour, nous sommes ici à Bujumbura, la capitale du Burundi, où je me trouve en visite à l'invitation du président Nkurunziza. Le président Nkurunziza m'a reçu hier en ami. Il a également, à cette occasion, donné une interview exclusive à Afrique Media et à EO TV. C'est un événement important puisque le président du Burundi n'avait accordé aucune interview depuis le coup d'État de mai 2015, où des officiers félons s'appuyant sur des forces pro-occidentales avaient tenté de renverser le gouvernement légal, légitime et démocratique du Burundi. C'est une interview importante parce qu'elle est accordée à Afrique Media. Le président a notamment refusé au même moment une interview demandée par la chaîne franco-allemande Arte. C'est une interview également qui montre l'avancée du panafricanisme au Burundi, puisque le président Nkurunziza, dans la dernière question, répond avec des positions panafricanistes à une question sur l'avenir unitaire de l'Afrique. Ajoutons que le combat que nous menons, évidemment, est un combat où nos idées progressent rapidement. J'étais il y a un mois à Abidjan pour un grand colloque sur le nouveau panafricanisme organisé par l'Assemblée nationale. C'est ici, à titre privé, un des conseillers de la présidence qui a organisé une grande conférence dont le titre était « Le Burundi au cœur du panafricanisme ». Nos idées progressent, de plus en plus d'États derrière les masses africaines, mais aussi de plus en plus de partis influents sont touchés par les idées panafricanistes, parce que tout le monde sait sur le continent que l'africanisme est la seule alternative, la seule voie vers une Afrique libre, unie et indépendante, débarrassée du néocolonialisme, de l'impérialisme et de l'exploitation. Votre Excellence. Soyez le bienvenu. Excellence, c'est un honneur. Ça va bien? Merci pour votre accueil qui est fantastique. Salut tout votre peuple. Merci beaucoup. Ça va bien? Très bien. Très, très bien. On se sent ici Ah oui, à la maison. en pays ami. Ah oui. Ça va bien? Bonjour. Que j'oubliais parce qu'elle est là pour le travail. Ah oui, très très bien. Ça va bien? Oui. Parce que mon oncle y était venu il y a 50 ans. Ah oui. Et bon, petit garçon, j'ai entendu parler. Il était fournisseur de votre armée. Ah oui. Des uniformes, décorations, dans les années 60. Ah. Et donc j'ai des souvenirs, tout petit enfant du Burundi. Ah oui. Très très bien. C'est moi qui m'y trouve. Ah oui. Ça fait exactement 50 ans que l'année, donc mon anniversaire de 50 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Ah oui. Vous avez de très bons moments, j'ai vu. Mais le grand moment, ça a été les travaux communautaires avec vous. Ah oui. Parce que là, c'était une ambiance incroyable. Oui, oui, oui. On est autour de 7 millions. Oui, tous les samedis, 7 millions. J'ai découvert avec surprise. Et oui. On m'a montré beaucoup de réalisations dans d'autres provinces. Oui. Il faut parler. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, depuis 2007, nous avons construit autour de 5000 écoles en travaux communautaires, sans aucune aide extérieure. Je vais vous dire ce qui m'a le plus stupéfié dans le bon sens du terme. C'est pas seulement c'est l'important, on ne sait pas les livrer. Ah oui. Et c'est ce pays paria de l'Afrique, qui est le Soudan, qui est venu régler le problème. Un grand merci pour cette interview que vous accordez à Afrique Media et à EO TV. Je sais que c'est votre première grande interview depuis bientôt un an et le putsch qui a échoué contre votre gouvernement. Ma première question, elle sera assez simple. Où en est le Burundi un an après? Bon, nous disons que le Burundi est un pays comme les autres pays qui ont connu des difficultés avant, pendant et après les élections. En Afrique, c'est presque la même chose. Ce n'est pas uniquement en Afrique, mais aussi on a vu donc des tourbillons autour des élections, même dans les pays les plus avancés. Nous disons qu'aujourd'hui, le pays est entré en sécurité et nous sommes en train donc de faire face à la survivance de quelques actes du passé liés aux élections. Mais nous disons que la situation est bien maîtrisée, la population est au travail et le pays marche. Il y a quand même encore un problème de terrorisme, de réseau terroriste.
Oui, il y a donc des groupes résiduels qui ont tenté de renverser les institutions démocratiquement élues. La plupart ont été arrêtés et sont traduits devant la justice, mais bien d'autres se trouvent en cavale ici à côté au Rwanda, les autres se trouvent pratiquement en Europe, en Belgique, essaient d'instrumentaliser ces groupes qui sont résiduels, qui restent ici, qui essaient de payer de l'argent, qui donnent des armes pour donc perpétrer des actes terroristes. Mais nous disons que la majorité de ces terroristes sont arrêtés, d'autres se sont rendus et disent toute la vérité autour de ces organisateurs, de ces plans macabres sur le Burundi. Ce qui est très important pour nous, c'est que la majorité donc, de ces terroristes ont été arrêtés, d'autres se sont rendus. Et curieusement, les médias occidentaux ne parlent pas de ça. Ils préfèrent évoquer un soi-disant génocide qui s'avance, qui n'existe absolument pas sur la réalité du terrain. Je viens de visiter la plupart des provinces de votre pays. Je peux témoigner d'un pays apaisé, multiculturel, multiethnique. Comment expliquer ce que j'appellerais, moi, carrément, une double vision. La vision qu'on a du Burundi à Bruxelles ou à Paris ou à Washington, et la vision du Burundi réel qui est la vôtre. La vision que nous avons, c'est une vision commune de tous les Burundais, puisque vous savez très bien que le Burundi a souffert depuis l'indépendance, pratiquement jusqu'à la fin de la colonisation, en passant par des pouvoirs putschistes qui se sont donc succédés et à terme des dizaines de coups d'État. Et cette expérience de coup d'État donc a connu donc à un certain moment une fin, et c'était donc avec les années 1993. Malheureusement, avec les élections de 1993, le premier président démocratiquement élu a été lâchement assassiné et la plupart de ses collaborateurs, les élus du peuple, ont été jusqu'à pratiquement 80% donc assassinés, donc les députés. Donc c'était donc une machine de répression pour dire non à la démocratie. C'est là où on a passé par la guerre civile jusque pratiquement en 2000. Il y a eu une signature de l'accord d'Arusha que nous avons mis en pratique, qu'on a appliqué avec succès jusqu'à aujourd'hui, parce que les problèmes liés aux ethnies ont trouvé solution dans l'accord d'Arusha, lesquels principes d'accord d'Arusha ont été intégrés en totalité dans la Constitution du Burundi. Alors aujourd'hui, on s'étonne de voir que les gens, et surtout les médias occidentaux, qui s'acharnent à parler du génocide au moment où les Burundis donc ont pris la résolution de leurs problèmes à travers l'accord d'Arusha et les différents accords de cessez-le-feu, a-t-il enseigné qu'aujourd'hui nous sommes à la phase finale du processus de paix. Donc on a appliqué à peu près 95% de tous ces accords. Maintenant nous sommes à la phase finale, c'est la phase de la commission vérité et réconciliation. Alors aujourd'hui, on s'étonne comment les gens donc, peuvent sortir. Donc, il y a 10 ans que nous sommes en train d'appliquer cet accord avec succès. A-t-il enseigné que le Burundi est pris comme un ensemble modèle en Afrique et qui a réussi à former une armée qui rassemble toutes les composantes ethniques sans aucun incident. On a formé une nouvelle police où tout le monde s'y retrouve, 50% Hutus, 50% Tutsi. On a formé donc un service national de renseignement qui rassemble toutes les ethnies. On a toutes les institutions, à commencer par l'Assemblée nationale, le Sénat, l'administration, même en diplomatie, partout, dans les commissions nationales, il y a aussi les équilibres qui sont convenus dans l'accord d'Arusha, où tout le monde est représenté. Alors aujourd'hui, on se pose cette question. Pourquoi le Burundi, on chante toujours du génocide? Et je pense très bien que c'est un fonds de commerce que les gens veulent donc montrer aux yeux de la communauté internationale qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Burundi, alors que le Burundi est aujourd'hui considéré comme un modèle d'un processus de paix réussi. Donc, au Burundi, comme je l'ai toujours dit, donc, il n'y aura plus jamais de génocide au Burundi, parce que les problèmes qui faisaient donc que les gens s'entretuent ont trouvé des solutions et d'une façon durable. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale de la mise en application de cet accord d'Arusha. C'est la commission Vérité et Réconciliation. Et nous avons déjà mis en place la commission Vérité et Réconciliation. Et nous comptons d'ici 2018-2019 à terminer le processus. Ça sera donc terminé une fois pour toutes. Le symbole de la nation en reconstruction, en unité, ce sont vos fameux travaux communautaires. J'ai pu participer, c'était un honneur avec vous, à la construction d'un stade à Gnosy samedi. On m'a fait visiter des universités, des stades des gouvernements provinciaux. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette politique de travaux? Et j'aurais un complément de question. Ces travaux montrent aussi qu'un pays peut se développer, même dans l'hostilité des Occidentaux,
même avec des programmes d'aide bloqués. Y a-t-il donc un modèle burundais de développement? Je pense que c'est très bien. Donc avec la stratégie de travaux communautaires que nous avons initiée depuis 2007 et prouve à suffisance qu'on a réussi à résoudre beaucoup de problèmes. Nous avons fait donc pratiquement l'évaluation de toutes les œuvres que nous avons faites depuis ces derniers 8 ans et nous avons donc cumulé jusqu'à 700 millions de dollars. Imaginez-vous, depuis que le Burundi a accédé à l'indépendance et les années 62 jusqu'en 2007, on avait construit uniquement autour de 1900 écoles primaires, secondaires et universités. Mais 8 ans après, de 2007 à 2015, nous avons construit nous-mêmes, les Burundais, sans aucune aide extérieure, des écoles primaires, secondaires et universités autour de 5000. C'est-à-dire qu'on a presque triplé ce qu'on a fait pendant pratiquement 45 ans et en 8 ans. Cela aussi prouve à suffisance qu'on a construit aussi des stades. On a construit 12 stades avec l'apport de la population, sans aucune aide extérieure. On a construit aussi des bureaux pour les gouverneurs de province et les administrateurs de province. Maintenant, nous sommes à l'œuvre de construire des bureaux pour les chefs de colline, autour de 3000 donc bureaux de chefs de colline avec la population. On a aussi protégé notre environnement, on a tracé des routes, nous avons aussi construit des centres de santé, même des hôpitaux. On a construit des hôpitaux et avec les travaux communautaires. Vous voyez que si on avait attendu qu'on soit toujours à donc aider et que les Burundais ne se mettent pas au travail, on n'aurait pas réalisé un tel bilan, je pense, exceptionnel en Afrique. Nous pensons très bien que l'exemple de notre pays prouve à suffisance que la population africaine, une fois mise et à comprendre qu'ils sont capables de faire quelque chose, on arrive vraiment à des résultats donc tangibles qui inspirent plus en Afrique même et dans le monde. C'est pourquoi on a été donc, on a reçu beaucoup de prix, on a reçu beaucoup de prix, et pour ce qui est de l'éducation, de la santé, du sport, parce qu'on a construit beaucoup d'infrastructures et aussi on a amené la population burundaise à s'impliquer elle-même et donc au développement de leur communauté. Ma dernière question, elle sera sur l'Afrique et le panafricanisme. Vous savez que les masses panafricaines, celles notamment d'Afrique Média, se sont mobilisées pour le Burundi. Avec mes amis, j'ai milité pour que le Burundi soit une cause panafricaine. Les chefs d'État qui vous ont aidé discrètement mais efficacement dans la coulisse, ce sont les leaders du panafricanisme. Comment voyez-vous l'avenir panafricain de l'Afrique? Je pense que l'expérience que nous venons de vivre ici au Burundi l'année dernière, le Burundi c'est un petit pays. C'est un petit pays, mais qui inspire confiance et admiration de la part de nos frères africains, parce que nous seuls, on n'aurait pas aussi réussi à faire face à une attaque, je dirais, injuste et tous azimuts. Donc nous disons qu'aujourd'hui, l'expérience que nous venons de vivre au Burundi prouve à suffisance que les peuples africains sont vraiment conscients et qu'ils doivent donc mettre ensemble leurs forces, mais aussi leur stratégie de développer l'Afrique. Donc nous sommes très contents de voir que beaucoup d'Africains, ils n'ont pas agi à travers les médias ou ils n'ont pas agi à travers aussi, donc pour s'exhiber comme ça. Nous avons travaillé en tant qu'Africains, donc dans la discrétion totale. Et le Burundi, là où nous sommes aujourd'hui, nous prenons cette occasion pour remercier tous les chefs d'État, tous les Africains qui ont été du côté des Burundais pour faire face à cette attaque injuste qui visait donc à mettre en branle la souveraineté nationale et l'indépendance de notre pays. Et je pense très bien que le succès du Burundi de cette année, l'année dernière, prouve à suffisance que les Africains nous sommes capables d'arriver à s'entraider mutuellement et à trouver des solutions aux problèmes donc africains, pas des Africains eux-mêmes. Je vous remercie, Monsieur le Président, merci beaucoup. de nous avoir consacré votre temps précieux à cette interview qui va être du plus haut intérêt, notamment pour les téléspectateurs d'Afrique Média. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris cet engagement, de venir les visiter au Burundi et surtout prendre cette occasion pour vous remercier, vous personnellement, pour avoir pris les devants avant les autres, pour être clairvoyant et dire la vérité, rien que la vérité sur le Burundi, et que donc la vérité a triomphé et le Burundi maintenant a des institutions démocratiquement élues. Votre contribution a été aussi d'une importance capitale. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que c'est très attendu. Oui. Africaine, et ça sera la première fois en langage burundais. Oui.
Très bien, merci beaucoup. Excellent, vous savez, parce que parfois nous, on voyage beaucoup. J'ai été 10 jours à Bruxelles depuis le début de l'année, mais c'est rarement comme ici. Ah oui, Ici, ce sont des amis, vous êtes tous tellement gentils, et puis le pays est beau. Et Je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Luc Michel, je suis géopoliticien, je viens de Bruxelles en Belgique. Je suis aussi consultant et panéliste à la grande télévision panafricaine Afrique Média. Et je suis connu comme le panafricaniste blanc, c'est-à-dire que depuis un quart de siècle, au début, avec la Jamaïria de Muammar Kadhafi, j'ai défendu des positions panafricaines. Je suis aujourd'hui l'un des principaux acteurs de ce qu'on appelle le néo-panafricanisme. J'ai été reçu par son Excellence Nkurunziza. Je peux le dire parce que je soutiens votre pays depuis le début de la crise burundaise. J'ai été un des très rares à le faire aussi bien sur Afrique Média que, évidemment, en Europe occidentale. J'ai défendu votre pays aussi dans les médias russes. Et donc, c'est un peu, mon voyage est un peu le couronnement de cette action. On m'a proposé de découvrir votre beau pays, de venir témoigner, mais cette fois-ci de la réalité du Burundi. Et comme le président l'a exprimé à la fin, je pense qu'on souhaitait aussi me remercier pour ce que j'avais fait. Je dois vous dire que j'ai été touché par l'accueil du peuple burundi, que ce soit celui des autorités, que ce soit celui de la presse, que ce soit aussi simplement des gens du peuple. J'ai participé samedi à Gnosy avec le président des travaux communautaires et ça va rester un des plus beaux souvenirs de ma vie, l'accueil de la population. Oui, nous avons eu, tout d'abord un entretien privé évidemment, où je devais parler avec le président aussi de messages reçus d'autres présidents panafricanistes. Et nous avons aussi fait une interview exclusive. C'est la première interview que son Excellence Nkurunziza donne depuis le coup d'État de l'année passée, qui va être diffusée sur la grande télévision panafricaine Afrique Média, et sans doute sur vos médias nationaux ensuite. Dans cette interview, évidemment, on a abordé tous les grands problèmes du Burundi. On a adopté la fausse image que les médias occidentaux donnent de votre pays. Ce contraste entre un Burundi réconcilié avec lui-même, avec une communauté, une armée, des institutions nationales, et soi-disant ce nouveau génocide qui se préparerait, tel qu'il est évoqué par exemple dans la Libre Belgique ce matin à Bruxelles. On est face à deux mondes. Il y a la réalité du Burundi que vous êtes tous en train de bâtir, la réalité du Burundi que nous sommes tous en train de défendre, parce que je suis à vos côtés, et il y a ce Burundi fantasmé dans les scénarios de la presse occidentale. Nous avons parlé de ça. Nous avons aussi parlé de ce que moi, je n'hésite pas à appeler le modèle burundais de développement, c'est-à-dire où on n'attend pas une aide occidentale qui viendra, qui ne viendra pas. Vous savez, le chantage que Bruxelles et Paris, notamment, ont fait sur l'aide au développement, vos travaux communautaires, par exemple, par leur ampleur, montrent que le pays peut se développer. Le Burundi que j'ai vu, ce sont des dizaines de milliers de kilomètres de belles routes. Ce sont des infrastructures. Je vois un pays, il n'y a pas un endroit où on ne construit pas des habitations, des hôtels. Tout ça indique un pays dynamique et ça sera mon mot de conclusion. Il faut qu'on assure la paix à ce pays, que les puissances extérieures arrêtent de venir le déstabiliser. Le bonheur du Burundi, il est entre les mains de ses citoyens. Il est dans le travail de ses citoyens. Et il faut qu'on ne fasse plus rien pour entraver ce travail.